Il avait une cassette, il nous avait filmé pendant l'acte et il m'avait dit tu vois maintenant si tu veux me quitter j'envoie ça à tes parents. J'avais 22 ans, j'étais étudiante en droit. J'arrivais dans une ville où je connaissais personne et je marchais et j'ai vu traverser un homme très beau, charismatique, vraiment impressionnant et il est venu m'accoster dans la rue de manière vraiment très cool, très sereine, très posée. Et je lui ai laissé mon numéro et l'histoire a commencé comme ça le jour où il m'a rappelé et où il m'a emmené dîner au bord de la mer. C'était très romantique. J'avais l'impression d'avoir l'homme parfait en face de moi. C'est vraiment une relation qui commence comme toutes les autres relations, sans signe avant-coureur de quoi que ce soit. J'ai eu la première grosse alerte, c'est pour notre première relation sexuelle. Je me retrouve en soirée donc chez moi, il est là, donc j'apprécie vraiment, tout va bien, il est adorable. Et on parle beaucoup, enfin je parle beaucoup. Il me fait raconter toute ma vie, surtout ma vie sexuelle, c'est-à-dire les partenaires que j'ai pu rencontrer. Je lui raconte le viol que j'ai subi 3 ans auparavant, etc. Donc je lui livre vraiment tout. Au moment justement où arrivent les premiers baisers, etc. Comme on n'a pas de protection, je lui dis clairement qu'on ne pourra pas aller plus loin, en tout cas ce soir-là. Et puis finalement, il me force. Il n'accepte pas le fait que je lui dise non. Et ça réveille quelque chose en moi, quelque chose qu'il vient d'entendre. 14 ans après, c'est seulement à ce moment-là que j'ai intégré qu'effectivement, cette première relation était un viol. Pour lui, le fait que je pleure, c'était parce que j'avais vraiment apprécié le moment. Et quelques mois après, on est en soirée et il me ramène jusqu'à mon appartement, il ferme la porte et là, il me projette contre le mur et il me reproche un comportement que j'ai eu pendant la soirée. Ce que j'ai fait, on était au bar, j'ai demandé à aller aux toilettes. Il a demandé à un videur, parce qu'il y avait de la foule, de m'amener jusqu'aux toilettes. Et le videur m'a donné son bras pour ne pas me perdre, donc j'ai attrapé son bras, je suis allée aux toilettes, je suis revenue. Voilà, l'incident diplomatique, c'est ça. Et il commence à m'insulter. Et dans ces insultes, il récupère des choses que je lui ai confiées. Et il disparaît pendant plusieurs jours. Et j'envoie des messages, je m'excuse, je ne comprends pas. Et il revient, mais on n'en parle pas. Et moi, j'essaye toujours de faire plaisir et d'éviter que ce comportement-là revienne. J'étais là, je répondais à ce besoin, je répondais à ses appels, je faisais ce qu'il me disait, juste pour lui plaire et je marchais sur des œufs. Donc j'étais dans une insécurité qui, psychologiquement, est éprouvante. Parce que ne pas être soi, ne pas être naturel, ne pas pouvoir rire ou dire les choses, c'est pas normal. Donc ça continue comme ça où je m'efface, où je deviens ce qu'il veut que je devienne. Ça s'appelle un objet. C'est lui qui m'habille, parce qu'il me transforme vraiment comme sa chose. On voit d'autres personnes, ils disent elle est belle, hein. Donc il me montre comme ça, comme une espèce de trophée, à la différence que quand on est seul, et quand il est fâché pour quelque chose, tout d'un coup, je suis plus belle. Mon corps est difforme, rien ne va, etc. Ça continue comme ça avec un cycle dans lequel je suis, où de temps en temps, je retrouve mon prince charmant. Pendant les vacances, parfois, je les écourtais parce qu'il me disait « tu me manques, je vais venir te chercher, rentre plus tôt, etc. » Et moi, je me disais « waouh, il est vraiment amoureux, donc je vais rentrer plus tôt. » Et il est arrivé que je rentre plus tôt et qu'il n'y ait personne à la gare à m'attendre. Les amis, j'en avais pas, quasiment. Les amis que j'avais dans mon répertoire, il a fait le ménage, parce qu'il a fait clac, 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 il a regardé tous les noms, m'a dit c'est qui. J'ai perdu beaucoup d'amis, parce qu'il a fallu que je m'en sépare, parce que maintenant c'était lui, il n'y avait que lui, et je ne pouvais plus vivre sans lui. C'est lui qui allait faire de moi une femme extraordinaire, et que voilà. Tous les autres devaient s'effacer, même si c'était que des amis. Le déclic vient au moment où je suis incapable de prendre la charge de la culpabilité. Jusqu'alors, parce que mon éducation fait que, parce que la société patriarcale fait que, parce que culturellement, etc., j'étais conditionnée quelque part pour subir, accepter et ne pas vraiment me poser de questions. Et ce soir-là, c'était un premier de l'an. Donc il m'avait dit on va passer le premier de l'an ensemble, ça va être super et tout. Donc je prépare tout, brushing, nanani, hop, tout est prêt. 23h55, il débarque. Déjà, c'est violent.
On entend tout le monde qui rigole autour, tout le monde qui fait la fête. Et moi, j'attends, j'envoie des messages. Et j'essaye, encore une fois, de prendre sur moi. Donc, mes messages ne sont pas agressifs. Je lui dis, est-ce que tout va bien? Je m'inquiète. À 23h55, il débarque. Mais là, je suis un petit peu fâchée. Donc, je lui fais la remarque. Je lui dis, il est 23h55, tout est brûlé. Enfin, voilà, dans 5 minutes, on se dit bonne année. Et il va se passer quoi après? C'est quoi cette soirée, quoi? Et son visage change. On sait que ça va très très mal se passer quand on voit ce visage-là. On sait que ça va être dur. Et il me dit, mais tu devrais être contente parce que je suis quand même venue. Je sais que ça va partir vraiment loin. Donc j'ai la télé en face de moi, je suis en tailleur, je regarde la télé et je fais reset. Je chante dans ma tête. Et lui commence à m'insulter, blablabla, blabla. À un moment, je n'entends même plus. Je chante. Et je chante. Des heures, je ne sais même plus combien de temps j'ai chanté, mais je suis complètement en dehors de l'histoire, du lieu, de moi-même. Parce que je sens que la tension est tellement forte qu'il est possible qu'il me tue. Et comme il voit que je ne réagis pas, ben ça l'énerve un peu. Donc il me prend, il me déshabille, il me parle encore, mais sur une chaise. Il prend un couteau, il me viole avec un couteau. Je ne le sens pas, le couteau, il me le fait passer sur le corps, comme ça, mais sur le bout qui ne coupe pas. Comme ça. Je ne bouge pas parce que je suis incapable de bouger. Mon corps ne veut plus. Il ne veut plus. Il a dit, vas-y, passe. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on ne veut pas savoir. Et il continue à m'insulter. Après, il me met sur une chaise. Ce qu'il adorait faire, c'est me mettre devant la glace, me dire, regarde ton corps, tes hanches, machin. Je vois encore ses gestes. Il me met dans la douche, il me lave parce qu'il faut me laver des autres, des hommes que j'ai pu connaître, etc. Et ensuite, je ne sais pas, blackout. Et je me réveille. Le lendemain, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et petit à petit, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de violence pour un truc où tu n'es pas responsable? Et tout commence à s'enclencher. Je commence à sortir, je commence à me décoloniser, à revenir à moi-même, doucement. Mais à cette époque-là, il vient la nuit, donc je suis très fatiguée. Il vient à 2h du mat me réveiller, il faudrait que je sois pimpante, que j'accepte. Et moi, je ne veux rien de lui, mais il force à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il vient, je suis violée à chaque fois qu'il vient, parce qu'il ne vient plus que pour ça. Le cycle a complètement disparu pour se restreindre à uniquement de la toxicité, des insultes et des agressions. Il me dit, maintenant, il va falloir fuir. Ce qui est mis en place clairement, ce qu'on retrouve dans les relations toxiques, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Et là, on le voit. On voit cette mise sous emprise qui est très claire dans le parcours. L'attente, le dénigrement, l'isolement, la culpabilité, les menaces. Parce qu'évidemment, souvent on dit oui, tu es dans une relation toxique, mais fuis, va-t'en, comme si c'était si simple. Et moi, ce qu'il comptait faire, c'était le revenge porn. Donc il avait une cassette, il nous avait filmé pendant l'acte, et il m'avait dit, tu vois, maintenant, si tu veux me quitter, j'envoie ça à tes parents. Et il savait très bien, parce qu'il m'avait fait beaucoup parler, que toute ma vie, j'avais protégé ma famille de toutes mes bêtises. Et que là, c'est quelque chose qui me tuerait vraiment, qui allait vraiment me détruire, de me dire que mes parents allaient regarder cette vidéo. Donc j'étais bloquée. La seule possibilité que j'ai, finalement, en tout cas moi, ce que j'entrevois, c'est de le présenter à mes parents. Puisqu'il a cette cassette, s'il voit mes parents, qui sont charmants. En plus, c'est un jour où il y avait plein de monde à la maison, c'était un anniversaire, donc il y avait toute la famille, voilà, des gens super, on ne peut pas leur faire de mal. Je me dis, voilà, soit il va se dire, je suis bloquée. En fait, elle m'a eu. Parce que maintenant, sur la cassette, il y a qui? C'est lui sur la cassette. Donc lui aussi va porter le truc. Soit il me tue, et au moins mes parents l'auront vu. Voilà où j'en étais, dans ma réflexion de comment fuir. Donc j'envoie mon papier en disant que je quitte mon logement. J'avais ce préavis-là. Je dis à mon père que je veux rentrer. Mon père me dit « Ok, pas de souci, j'arrive ». Comme c'était un meublé, il n'y avait rien. Et je renvoie le même message à mon agresseur, mon bourreau. Je lui dis, tu mets les clés dans la boîte aux lettres, papa vient me chercher. J'attends. C'est l'heure de vérité, hein. Est-ce que je vais disparaître ou est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Et je trouve un matin les clés dans la boîte aux lettres. Et je fais, waouh, ça y est, c'est fini. Mon père vient me chercher, je rentre chez mes parents et j'oublie en fait.
Je mets ça quelque part, très très loin dans ma mémoire, et je reprends ma vie. Je recommence à vivre, comme si de rien n'était en fait, comme si tout ça n'avait jamais existé. Quand j'ai commencé à me reconstruire, je me suis posé la question de savoir ce que j'aurais pu lui dire, aller dire à cette jeune fille-là d'une vingtaine d'années, qui est toute seule, qui pleure, qui est complètement perdue, qui est complètement détruite et qui voit pas de lendemain en fait. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, et c'est ce que je lui dirais, c'est parce que je suis passée par là. Je lui dirais, tu ne mérites pas ça, ça va s'arrêter. Tu vas te construire avec ça et tu seras encore plus forte. C'est ton cheminement, malheureusement, parce qu'on t'a pas donné les clés, c'est pas de ta faute. C'est pas, t'es coupable de rien. Donc avance, lève-toi, fuis et petit à petit redécouvre toi, tes sensations, tes désirs, tes rêves, ta personnalité, juste ton épanouissement. Toi, arrête de vouloir aider l'autre, arrête d'être toujours en empathie avec tout le monde. Fais déjà ce travail-là pour toi. C'est la seule chose que je pourrais lui dire.